Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Benjamin Glaise. 8h16 sur Sud Radio. L'invité du petit déjeuner politique, c'est Fabienne Keller, députée européenne de Renaissance. Bonjour Fabienne Keller. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Le projet de loi Asile et Migration, l'Europe qui se met d'accord sur un plafonnement des prix du gaz et sur la taxe carbone à ses frontières, le Qatargate au Parlement européen. On va revenir sur l'ensemble de ces sujets, mais d'abord la grève du côté de la SNCF. 2 trains sur 3 finalement circuleront ce week-end. Ça veut dire que 200 000 voyageurs seront privés de train pour Noël. Comment jugez-vous cette grève, Fabienne Keller? Elle vous semble irresponsable ou pas? Je trouve que c'est vraiment regrettable de donner ce signal aux Français et aux voyageurs au moment des fêtes où ça fait juste du bien de se retrouver en famille après 2 années liées au Covid, où on ne s'est pas suffisamment rencontrés, on n'a pas pu parler. Donc ce serait 200 000 personnes qui seraient pénalisées dans leur transport. C'est un impact considérable, alors même que j'ai compris que la direction faisait un certain nombre de propositions, mais comme c'est un collectif de contrôleurs et pas les syndicats, la conclusion de la négociation n'est pas simple. Je le regrette, puisqu'apparemment une partie des contrôleurs était d'accord avec ces propositions et que ça aurait permis une sortie par le haut de ce conflit. Des responsables de train dont je salue le travail. Moi, je suis très très souvent dans les trains et je trouve qu'ils apaisent, ils assurent une présence, mais je sais qu'ils sont attachés aussi aux voyageurs, donc il est peut-être encore temps de les appeler à une cessation de cette grève, de manière à ce que les Français ne soient pas pénalisés à un moment tellement familial, tellement doux. Ce ne sont pas les syndicats qui ont appelé à la grève, ils ont juste déposé un préavis, maintenu le préavis, ça dit beaucoup de choses aussi, ça. Oui, alors ils ont trouvé visiblement une technique pour contourner le préavis imposé de 48 heures en déposant un préavis bien avant. Je trouve que c'est regrettable, c'est technique pour contourner l'obligation de déclaration. À nouveau, moi j'appelle les responsables, ces contrôleurs dans les trains, ces chefs de train, beaucoup de personnes vraiment qui aiment le train, à cesser et à donner une bonne nouvelle à tout le monde pour Noël. Après, sur les propositions qui ont été faites par la SNCF, Fabienne Keller, c'était des primes, encore des primes, pas de hausse de salaire véritablement. Ça pose question aussi, avec des primes, on fait quoi? On fait comment? Ça n'aide pas à décrocher un crédit, notamment, par exemple? Alors, la question de la rémunération est évidemment centrale. Nous devons développer le train pour répondre au changement climatique. Oui. C'est un mode de transport beaucoup plus respectueux de l'environnement. Il y a un sujet de coût, puisque nous avons du mal à développer, notamment dans les régions, compte tenu des coûts élevés, notamment quand on les compare à ce qui se passe, par exemple, en Allemagne, que je connais très bien. Moi, je suis basée à Strasbourg. Donc, cette discussion doit se baser aussi sur un réalisme. Nous avons tous intérêt, c'est l'intérêt des agents de la SNCF, de développer le service de transport ferroviaire. Il faut le faire à coût raisonnable. Bien sûr, il faut leur donner des perspectives de carrière, et je crois que c'est le point principal sur lequel il y a eu des propositions avec des propositions de progrès pendant la carrière. Par contre, proposer une hausse généralisée des salaires, ça veut dire mettre encore plus en difficulté le coût de l'exploitation des trains en France. Pour vous, la SNCF n'a pas à faire de gestes supplémentaires à ce niveau-là, au niveau des salaires? Franchement, c'est le métier de la direction des voyages, de monsieur Fanichet, ouais, de négocier. C'est les contrôleurs, peut-être les personnels de conduite aussi, il y a des sujets de rythme de travail, il y a des sujets de salaire, il y a des sujets de primes, il y a un sujet de projet général de la SNCF, mais moi je voudrais vraiment, moi qui étais maire de Strasbourg au moment de la construction de la ligne du TGVS, qui me suis beaucoup occupée de la gare de Strasbourg, je voudrais dire que c'est un transport magnifique. Mettons-nous tous ensemble autour de la table, trouvons une solution pour respecter les acteurs de la SNCF, mais leur demander aussi de participer à la construction d'une société efficace et qui se prépare à son développement. Ça illustre d'une certaine manière aussi la situation de monopole de la SNCF, vivement l'ouverture à la concurrence. C'est ce que vous pensez, Fabienne Keller? Alors elle est pratiquée dans d'autres pays européens, en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas. Elle donne de bons résultats. Je suis pas sûr que ce soit l'alpha et l'oméga de l'amélioration du service. Moi, je suis très attachée à la SNCF et je pense que accepter le dialogue, arrêter les grèves intempestives, c'est aussi un élément qui peut
réconcilier les Français avec cette grande société. J'ai lu par exemple que les agents se plaignent de la SNCF bashing. Moi, je le pratique pas. Je pense qu'il y a un très grand savoir-faire qu'on exporte d'ailleurs et qui mérite d'être respecté, et que la clé du développement du ferroviaire en France passe par la modernisation de la SNCF. En tout cas, vous entendez une députée européenne qui est pas forcément pour la fin à tout prix d'un monopole, quoi. Alors, il est terminé de fait par les réglementations européennes, mais la question de la mise en œuvre est à la main des régions. C'est envisagé dans la région PACA, par exemple, où ils ont un vrai problème de qualité de service. On va voir ce que ça donne. C'est la réalité en Allemagne, c'est que la Deutsche Bahn fait l'essentiel des trafics, mais le fait d'avoir une petite part confiée à d'autres transporteurs, ça apporte d'autres services, un autre regard. Voilà, c'est plutôt quelque chose de très accepté et constructif. Bon, la rentrée s'annonce compliquée pour le gouvernement, pour la majorité, avec cette réforme des retraites présentée le 10 janvier prochain. Syndicats et opposition qui ont déjà prévu de se mobiliser. Pour vous, Elisabeth Borne doit tenir bon, elle ne doit surtout pas céder. Alors, je suis députée européenne, donc je regarde ce qui se passe en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas céder? Quand on regarde la carte de l'âge de départ à la retraite en Europe, on est parmi les quelques pays qui ont l'âge le plus jeune. Tous les pays européens ont fait le constat du rallongement de la durée de vie, de l'espérance de vie, en bonne santé. Il faut bien sûr traiter les personnes qui ont des métiers difficiles, pénibles. Il faut traiter aussi les carrières très longues, les gens qui ont commencé très jeunes, mais je pense qu'il y a un réalisme à accepter. Alors, est-ce que c'est une augmentation de l'âge de départ à la retraite ou une augmentation des trimestres? Mais vous savez, on va arriver à 43 années en 2025. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui commencent assez tôt pour pouvoir partir, ça suppose de démarrer son travail à 19 ans pour pouvoir partir à la retraite à 62, l'âge actuel. Ouais. Donc, je pense que ne pas accepter de travailler sur l'âge de départ et travailler seulement sur l'accumulation des trimestres de travail, c'est peut-être ne pas regarder la réalité en face. À nouveau, en Allemagne, c'est 67 ans. Donc pour vous, il n'y a qu'une solution véritablement, c'est d'allonger, justement, d'augmenter ce départ. C'est un équilibre entre les deux mesures, un traitement des personnes qui ont vraiment souffert en termes de santé à leur travail, qui ont fait des travaux pénibles. C'est un équilibre qu'il faut construire, mais de manière plus apaisée. Je comprends l'angoisse des personnes qui sont directement concernées. Les Français sont extrêmement inquiets. Mais il y va de la sécurité à long terme de notre système de retraite, qui est quand même un système qui garantit au moins un minimum à tous les Français. 8h23 sur Sud Radio. Fabienne Keller, vous êtes donc députée européenne, spécialiste des questions d'asile et d'immigration. Les ministres Gérald Darmanin et Olivier Dussopt ont dévoilé ce matin dans le Figaro les contours du projet de loi asile et immigration, avec notamment un titre de séjour pluriannuel pour les métiers en tension. C'est une bonne chose, ça, selon vous? Oui. Nous devons regarder en face la réalité de notre marché du travail. Il y a certaines compétences qui ne sont pas disponibles, rendre possible une venue de migrants pour permettre un meilleur équilibre du marché du travail, mais il faut aussi se poser la question des formations dans ce domaine, à la fois pour les résidents français, mais aussi, puisqu'on va prendre des compétences dans les pays d'origine, développer des partenariats avec ces pays d'origine, puisque quand on parle par exemple des médecins ou des infirmières, il ne s'agit pas de l'équivalence aussi, peut-être, oui. Oui, puis dans les programmes de développement, d'accompagnement sur la formation, puisque en général c'est des compétences par exemple médicales ou dans le numérique qui sont en demande dans toute l'Europe et même dans le monde entier. Donc oui, je suis favorable à cette possibilité de migration pour des personnes ayant des diplômes recherchés chez nous. Je pense qu'il faut que nous parlions de ce sujet de l'asile, de la migration. Nous sommes un peuple qui a été construit au cours des siècles par des migrations successives qui chaque fois ont apporté des choses nouvelles, mais dans cette République française qui nous unit. Donc parlons-en sans nous laisser manipuler par l'extrême droite qui aime agiter la peur, comme l'a fait Madame Meloni avec l'Ocean Viking. Il peut y avoir des inquiétudes, notamment vis-à-vis de ce titre de séjour. Est-ce qu'il ne risque pas de provoquer, comme certains le disent, alors notamment à l'extrême droite, mais pas que, un appel d'air du côté justement de ces migrations? C'est en aucun cas votre inquiétude?
C'est un dispositif qu'il faudra suivre, accompagner. L'intégration des personnes venant d'autres pays nécessite un accompagnement. Alors linguistique si c'est nécessaire, culturel. Il faudra le suivre, l'évaluer avec beaucoup de soin. Mais je pense que c'est un élément d'équilibre du fonctionnement de notre société. Il y a aussi la question de la régularisation des personnes qui sont migrantes mais aujourd'hui sans droit. Certaines sont exploitées, c'est pas acceptable. Leur reconnaître la place qu'ils occupent et leur permettre aussi de bénéficier des règles générales du droit du travail pour être protégés. C'est rendre visible une réalité d'une économie souterraine qui est pas acceptable dans notre société. Je crois que c'est un volet important aussi de cette loi, qui a un versant aussi plus régalien, application de la règle, plus de contrôle, plus de retour pour les personnes que nous ne pouvons pas garder sur le territoire national. Alors, l'immigration, c'est d'abord un sujet, bien sûr, européen. Est-ce qu'on a véritablement tiré les leçons aujourd'hui de l'Ocean Viking ? Non, nous sommes en cours. Nous n'avons pas tiré toutes les leçons, mais ça a été un choc. Notamment de Giorgia Meloni, où il y a eu ces tensions entre l'Italie et la France qui ont été très fortes, ces tensions. Voilà, ce bateau avec des migrants qui ont été sauvés en Méditerranée, dont l'Italie refuse la prise en charge, alors même que c'est prévu par les conventions internationales. Et la France, qui fait un geste humanitaire, ils sont épuisés à bord. Et on a vu qu'il fallait... Vraiment qu'il y a des immenses progrès à faire en termes de coordination européenne. Bon là, c'était un geste volontaire de la part de Madame Meloni, provocateur. Elle a accueilli en Sicile des bateaux avant et après un geste politique, C'était un geste vis-à-vis de ses électeurs d'extrême droite qui l'ont porté au pouvoir. Elle n'a pas pu le faire sur des questions économiques, de peur d'avoir une crise à l'image de Liz Truss, la première ministre britannique. L'Italie est un pays très endetté. Elle n'a pas pu le faire sur l'Europe. Elle est allée plutôt, de manière très soft, rencontrer Madame von der Leyen, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. Mais par contre, là, elle a voulu marquer un coup. Mais nous avons tous vu, ce que j'essaie de travailler avec mes collègues depuis 2 ans, c'est qu'il manque de coopération et de confiance européenne entre les États membres. On ne peut pas, comme ça, prendre des personnes migrantes et se les transférer dans l'hostilité. L'entrée dans la zone Schengen, c'est un sujet européen. Schengen, ça nous appartient à tous. Il faut une véritable coopération et de plus en plus, justement, avoir cette coopération-là de manière sereine, si je vous entends bien. Et de la confiance entre les États membres, pas des jeux politiciens comme Madame Meloni les pratique. Je veux d'ailleurs dire qu'au niveau européen, l'extrême droite ne fait rien pour construire des solutions. Ils sont absents des négociations des textes du paquet asile-migration qui est en cours actuellement. Donc on est dans la provoque. Bon, c'est pas avec Madame Meloni qu'on va construire la solution européenne, mais avec la plupart des autres États membres qui ont bien conscience que c'est un sujet majeur et qu'il faut aider clairement. Ça, c'est un vrai sujet. Les pays de première entrée, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, Malte et Chypre. Venons-en, Fabienne Keller, à l'énergie. Les prix qui flambent. L'Europe a pris plusieurs décisions importantes ces derniers jours. D'abord avec un accord trouvé sur le plafonnement du prix du gaz. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer ? Le souci, c'est qu'on achète notre gaz surtout à l'étranger. Est-ce que ces pays étrangers vont l'accepter justement qu'on mette ce plafond ? Alors c'est l'enjeu, mais il y a une volonté forte. La Russie a déjà dit non. On n'est pas surpris, on est en guerre. Enfin, l'Ukraine est en guerre avec eux et nous soutenons l'Ukraine. Donc le fait que la Russie est un geste très négatif à donner. L'Algérie, le Qatar, on a du mal à imaginer qu'ils acceptent de vendre leur gaz à des prix plus faibles que ceux du marché. Alors, pour l'instant, ce prix le prix de marché est en dessous de ce prix plafond, mais c'est l'idée quand même d'arrêter d'importer, d'acheter si le prix atteint des plafonds excessifs. Les stockages existants, qui sont d'ailleurs à plein, vont nous permettre d'exercer un effet de tampon en cas de hausse brutale des prix. C'est un signal prix aussi qui est donné à tous les pays exportateurs en leur demandant de ne pas exagérer, de ne pas profiter de pointes sur le marché spot. Donc l'idée d'une régulation qui a mis longtemps à être acceptée en Europe, mais l'Europe est un très très gros importateur, donc il peut aussi fixer les prix et marquer des limites à la volatilité que nous avons subie il y a quelques mois. Il y a la taxe carbone aux frontières qui a été aussi décidée. Il y a aussi, alors, sur cette question de l'énergie... Un formidable résultat, les quotas carbone. Donc les entreprises doivent payer les émissions de carbone, mais on a été obligé
pour des raisons de concurrence, de ne pas l'appliquer pendant 20 ans. Là, nous allons pouvoir l'appliquer. Donc demander aux grands émetteurs, les aciéries, la pétrochimie, de payer leurs émissions carbone parce qu'ils sont protégés aux frontières par une taxe aux frontières qui sera l'équivalent. Donc des produits. Et ça ne retombera pas au final sur les citoyens européens. Pas du tout, parce qu'en fait les produits importés comme les produits fabriqués à l'intérieur de l'Union européenne seront au même prix. Les montants sont très limités, à la tonne d'acier ou à la tonne de produits raffinés. Donc, mais c'est un mécanisme vertueux puisqu'un pays tiers, un pays d'Asie, qui produirait avec eux aussi un marché du carbone, avec une régulation qui permet de limiter les gaz à effet de serre, lui ne paiera pas de taxes. C'est un système vertueux qui vise à encourager la généralisation des marchés du carbone, donc la prise de conscience du coût collectif de ces émissions de gaz à effet de serre. Je voudrais qu'on termine, Fabienne Keller, avec donc ce Qatar Gate. La vice-présidente Eva Kaili du Parlement européen démise de ses fonctions, écrouée 600 000 € en liquide trouvé à son domicile, de l'argent directement donné par le Qatar pour influer dans les affaires européennes. Le Parlement européen est devenu un théâtre de corruption aujourd'hui, notamment organisé par les pays du Golfe. C'est un immense choc. Nous découvrons cette corruption. Nous suivons en fait... Vous la découvrez vraiment ? Alors, il y a deux aspects. Là, la corruption, les sacs de plastique remplis de billets, c'est de nature criminelle, pénale. C'est d'ailleurs le juge Claes, le tribunal de Belgique, qui nous en a informé après une enquête. Enfin, et là, on ne sait pas tout. Donc, voilà. Visiblement, il y a un réseau, mais criminel. Enfin, voilà. Et puis, il y a un autre sujet qui a été aussi mis sur le devant à cette occasion. C'est la question de l'influence, de l'ingérence. Le Parlement en est conscient depuis plusieurs années. Il a mis en place une commission spéciale sur l'ingérence, très intéressante. Bon, j'en suis pas membre, mais j'y assiste de temps en temps parce qu'on apprend sur les manipulations. Nous avons découvert sur les manipulations par la Russie. Depuis le début de la guerre, on a conscience des propagandes, de la tentation de contrôler l'opinion publique en dehors des frontières russes. Donc tout ça, ça pose la question des lobbies qui interviennent au Parlement européen, qui sont nombreux. Il y a ce qu'on appelle... Est-ce que la frontière est parfois un peu floue ou difficile à cerner, en tout cas ? Je pense que d'un mal faisons un bien. C'est l'occasion de faire un point. Parce que vous êtes questeur au Parlement européen, vous demandez plus de réglementation, de contrôle, de vigilance ? Oui, je dois dire que depuis que je suis questeur, depuis le début de l'année, il y a cette question du registre de transparence. C'est-à-dire quelqu'un s'inscrit en tant que lobbyiste, que de défenseur d'intérêts. Alors, vous savez, certains représentent les entreprises, d'autres des sensibilités écologiques, des tiers un pays. Il y a la question donc de l'inscription sur ce registre. À partir du moment où vous êtes enregistré, vous avez le droit de circuler au Parlement européen et à la Commission, puisque c'est un registre commun, sans contrôle supplémentaire. Bon, est-ce raisonnable ? Doit-on le déclarer chaque fois qu'on vient ? Qui on va voir ? Et puis de l'autre côté, les députés peuvent, mais ne sont pas obligés, de déclarer les rendez-vous qu'ils prennent avec des représentants d'intérêt. Moi, je déclare tout. Je pense que la déclaration obligatoire devrait être la règle. Enfin, depuis le début du mandat, avec Stéphane Séjourné, on propose la déclaration de patrimoine au début et à la fin du mandat, comme c'est fait en France, avec la haute autorité. Et ça, c'est de nature à permettre de détecter si les gens ont un enrichissement sans cause, anormal. Donc, des mesures que nous allons mettre en place très rapidement. Par la volonté de la présidente, c'est vraiment un immense choc pour notre Parlement. Fabienne Keller, en tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je le rappelle, députée européenne de Renaissance. Bonne journée à vous et puis bonne fête. Merci à vous, bonne fête aussi à tous. Merci, 8h34 sur Sud Radio. On revient dans un instant avec la revue de presse. C'est #, on en parle en compagnie de Maxime Troulois tout de suite sur Sud Radio.